Et donc il faut imaginer converser avec un antisioniste modéré, entre guillemets, qui soit sincèrement pro-palestinien sans être ouvertement antisémite. Et accordez-lui tout ce qu'il prétend et tout ce qu'il désire. Donc admettez, imaginez un dîner en ville, comme on dit, vous êtes face à un antisioniste, et vous le laissez non seulement parler, mais vous lui donnez raison sur tout. Admettez donc que les sionistes étaient d'affreux blancs racistes, soutenus dans leur projet colonial européen par tous les impérialismes occidentaux alliés, qu'ils ont usurpé par la ruse transactionnelle et sous la protection armée de l'Empire britannique une terre sur laquelle ils n'avaient nul droit du sol ni du sang, et qu'aussitôt installés, ils se sont empressés de spolier les métayers musulmans de leur gagne-pain en privilégiant le travail et l'autarcie juifs, qu'ils n'ont ensuite cessé, en 75 ans d'occupation arrogante, de grignoter de l'espace arabe, et qu'ils règnent aujourd'hui dans le pays le plus contestable au monde sous le régime politique d'apartheid le plus infâme qui soit. Position antisioniste de base, modérée. Imaginez maintenant que, par une incongrue sorcellerie, Israël donne subitement et définitivement raison à tous ses contradicteurs. C'est-à-dire, vous poussez l'argumentation antisioniste jusqu'au bout. Vous dites, ok, admettons, Israël rend les armes, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Les frontières s'ouvrent, les checkpoints s'évanouissent, Tsahal rend les armes, Tsahal, soit dit en passant, qui est la seule et unique force armée au monde qui est si parfaitement incarné le verset du psaume 121 du roi David, « Jamais il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël ». Donc même l'armée d'Israël, elle est liée à la Bible. Et, je ferme la parenthèse, imaginez encore maintenant que le Hamas, le Hezbollah et tous les miliciens djihadistes sur les dents en Cisjordanie et dans la région renoncent du jour au lendemain à l'antisémitisme atavique dont leurs membres sont nourris et pourris depuis l'enfance. Et que, on continue de la politique fiction, si vous voulez, par une mansuétude directement inspirée du prophète, Salah Allah alayhi wa salam, que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui, ils se restreignent d'égorger tous les juifs désarmés qu'ils rencontrent dans leur nouvelle patrie paradisiaque. Vous admettez tout ça. Enfin, ultime conséquence d'un tel miracle, toutes les générations de réfugiés palestiniens d'après 1948 reviennent par millions. Donc on a vu tout à l'heure, j'ai cité ça d'après Wikipédia, c'est qu'il y aurait, je crois, 6 millions, 7 millions maintenant de Palestiniens exilés qui reviennent tous par millions habiter où ils le souhaitent, dans une Philistine libérée du fleuve à la mer, comme ils disent. Et maintenant, vous accordez tout ça à votre interlocuteur antisioniste et vous lui demandez, à votre antisioniste extasié, la suite du programme. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous lui demandez, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils passent leur temps à prétendre rêver d'un État démocratique, laïque, où coexisteraient juifs et arabes, et qui ne serait plus l'État d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, premier point évident, c'est que les juifs perdent mécaniquement la majorité démographique en Eretz Israël, sur ce territoire que les juifs appellent, eux, Eretz Israël. Le drapeau israélien, l'hymne et la langue nationale de la nouvelle minorité juive, puisqu'ils deviennent minoritaires si tous les Palestiniens reviennent s'installer en Palestine, n'ont plus lieu de s'imposer. Et dès lors est aboli, pour citer les paroles de l'Atikva, l'hymne israélien, qui veut dire l'espoir, Atikva, l'espoir, cet espoir vieux de 2000 ans d'être un peuple libre sur notre terre, terre de Sion et de Jérusalem. Et ainsi disparaît, si on donne tout aux antisionistes, on leur donne non seulement raison, mais on leur dit, ok, on fait la paix selon vos conditions à vous, disparaît le seul et unique État juif conçu comme refuge pour tous les juifs en danger du monde, et comme lieu partagé de paix avec tous les autres, qui ait jamais existé en 20 siècles de diaspora. הטבעית של העם היהודי להיות בכל עם ועם עומד בזכות עצמו במדינתו הריבונית אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. תוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות
אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. מתוך ביטחון וצור ישראל הננו חותמים בהכתיבת ידינו לעדות על הכרזה זו. Voilà, donc dans cette condition, disparition du vieux rêve d'être un peuple libre sur la terre de Sion et de Jérusalem. Tous les juifs du monde verseront une larme à cette atroce idée, mais votre interlocuteur pro-palestinien, lui, est comblé. Voilà. À partir de là, on continue la politique fiction. Quel régime politique s'installe en Palestine? Alors, est-ce que c'est celui du Fatah, par exemple, sous l'autorité palestinienne, qui est despotique et corrompu comme celui d'à peu près n'importe quel régime en pays arabe aujourd'hui? Voilà ce qu'en pense un de ces Palestiniens remarquables dont j'ai déjà beaucoup parlé, qui est Bassem Eid. Je voudrais le citer maintenant un petit peu parce que lui, il va vous parler, c'est un Palestinien, il vit en Cisjordanie, il est né en Cisjordanie, en Palestine, et il va vous parler du régime politique instauré par le Fatah. Le Fatah, c'est l'OLP, et c'est eux, maintenant qu'Arafat est mort, c'est eux qui dirigent les partis sur lesquels ils sont autonomes en Cisjordanie. Voilà, je vous montre encore un peu, je vous parle de Bassem Eid parce que c'est quelqu'un qui est sincèrement, j'ai déjà parlé plusieurs fois de lui, c'est quelqu'un qui est sincèrement désireux de paix, de coexistence. Et il est né, c'est quelqu'un qui est né à Jérusalem-Est en 1958, là je vous ai mis une petite photo de la page d'accueil de son site, sous occupation jordanienne par conséquent, puisqu'en 58, 10 ans avant la guerre des 6 jours, Jérusalem-Est et toute la Cisjordanie étaient occupées par la Jordanie. Militant des droits de l'homme durant la première intifada, de 87 à 93, il travaillait avec l'organisation B'Tselem et il informait alors des exactions de l'armée israélienne. Donc vous voyez, c'est pas bon, par les malades mentaux, c'est considéré comme un collaborateur parce qu'il veut la paix avec Israël, mais enfin c'est quelqu'un qui s'occupait d'informer des exactions de l'armée israélienne. Et il appartenait donc à un centre d'information israélien pour les droits de l'homme dans les territoires occupés. Après les accords d'Oslo en 1993 et l'apparition de l'autorité palestinienne, Eid fonde en 1996, donc 3 ans plus tard, le groupe de surveillance des droits de l'homme palestinien, basé à Jérusalem. Et il condamne alors publiquement les assassinats de dissidents palestiniens par les forces de sécurité préventive palestiniennes, les FSP du Fatah, de l'OLP, qui, dès que quelqu'un n'était pas d'accord avec leur politique, les flinguaient. Il se met à dénoncer ce genre de crimes, et il ne cesse plus de révéler à partir de ce moment-là les violations des droits de l'homme commises par l'autorité palestinienne. Il critique les politiques des forces armées israéliennes et palestiniennes, je souligne parce que c'est important, en matière de droits de l'homme. Et son site personnel indique, en réponse à la détérioration de la situation des droits de l'homme sous l'autorité de l'AP, de l'autorité palestinienne, Bassem Eid a fondé le Palestinian Human Rights Monitoring Group, PHRMG, qui surveille les abus commis par l'AP et traite également dans une certaine mesure avec Israël. Il s'agit d'une organisation de défense des droits de l'homme non partisane, qui se consacre à la dénonciation des violations des droits de l'homme et au soutien d'une Palestine démocratique et pluraliste. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans des articles récents, Bassem Eid rejoint les analyses aussi bien de Bernard Lewis sur la responsabilité des dirigeants arabes et palestiniens que de Benny Morris sur la responsabilité des dirigeants palestiniens dans le désastre de son peuple, le peuple de Bassem Eid, à savoir les Palestiniens.
la condition sine qua non pour qu'un plan de paix global ne soit pas voué à l'échec. Je continue dans les commentaires sur l'échec des toutes premières propositions de partage de la Palestine entre juifs et arabes. Ce serait, en réalité, aujourd'hui, maintenant, s'il fallait imaginer qu'est-ce qui serait possible, c'est pour ça que toutes les entourloupes antisionistes sont d'une extrême mauvaise foi, parce qu'ils ne cherchent jamais à méditer à ce qui pourrait rendre la paix possible. Il faudrait d'abord une déjidaïsation de toute la région, c'est-à-dire de la Cisjordanie et de Gaza, sur le modèle, c'est ce que je pense moi, mais tant qu'on n'en arrivera pas là, il n'y aura pas de paix possible. Il n'y aura donc pas de paix, parce qu'on n'en arrivera jamais là. Sur le modèle de la dénazification de l'Allemagne après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Une démilitarisation par la confiscation de toutes les armes des diverses factions palestiniennes, djihadistes, donc le djihad islamique, le Hamas, enfin toutes les factions qui sont pour la lutte armée, premièrement. Une purge autoritaire de l'incitation à l'antisémitisme dans tous les manuels scolaires, sur Internet, dans les médias, etc. Donc, en un mot, créer littéralement une nouvelle génération de Palestiniens, exactement comme il y a eu une nouvelle génération d'Allemands ou de catholiques après Vatican II, ou d'Allemands après la Seconde Guerre mondiale, qui ne soient pas éduqués dans la haine. Alors disparaîtraient les murs et les checkpoints érigés par le djihadisme, et pas par le sionisme. Ce n'est pas le sionisme qui a érigé les murs, y compris le fameux mur dont tout le monde parle, ni les checkpoints, ce sont les djihadistes. Il ne faut pas inverser les faits et la cause. Inutile de préciser que ça n'arrivera probablement jamais, et en témoigne l'exemple de la bande de Gaza, que les Israéliens imaginaient candidement, pour certains d'entre eux, en 2005, pouvoir devenir la Singapour du monde arabe. C'était l'image publicitaire de ce qui était possible de faire de la bande de Gaza. Alors, poursuivons l'utopie antisioniste que j'ai commencé de tracer tout à l'heure. Si donc ce n'est pas le régime, le goulayant régime de l'autorité palestinienne qui s'installe dans le pays libéré du fleuve à la mer, est-ce que ça va être la charia sunnite du désirable Hamas ? En ce cas, la Palestine devient une immense bande de Gaza. Et on a vu ce que ça donnait, vous voyez, c'est pas des projections fantaisistes. Gaza a été libérée en 2005 par Israël, et en 2 ans, c'était un bordel absolu, un chaos absolu et un enfer absolu. Et donc, si on imagine qu'arrive la même chose dans toute la Palestine, si c'est le Hamas qui s'installe, ou un régime comparable à celui du Hamas qui impose la charia sunnite, la Palestine devient donc une immense bande de Gaza, et il n'est plus question d'égalité entre confessions et cultures. Et à condition qu'elles ne soient pas exterminées, les minorités juives et chrétiennes redeviennent spontanément des dhimmis, méprisés et avilis, comme ce fut le cas durant des siècles dans l'ensemble du monde arabe. Alors bien entendu, votre interlocuteur antisioniste bontin, qui n'est ni antisémite ni théocrate, va choisir une autre voie, celle dont on parle depuis le début de cette séance, sous une majorité démographique musulmane, d'un régime multiconfessionnel et multiculturel parfaitement démocratique, à la libanaise. On en salive déjà. Alors laissez votre antisionisme modéré s'embourber dans la description de sa Philistine de rêve, illusoire État laïque chapeautant démocratiquement une nation multiconfessionnelle, multiculturelle, où les sexes soient égaux en droit et en mœurs, et où l'homosexualité, la libre pensée et la critique émancipée ne soient pas des crimes. Pourquoi illusoire ? Ça semble aller de soi, en réalité. Simplement parce qu'un tel régime n'a jamais existé en islam. Au point qu'il faudra littéralement en inventer toutes les modalités et en imaginer tous les détails, sans tenir compte ni des dogmes de la foi musulmane majoritaire, ni des leçons de l'histoire des relations des Arabes avec les autres cultures, ni celles évidemment de la dimitude, et bien entendu, sans accorder d'importance à l'axiome inégalitaire de base de tout pieux musulman, qui, aussi doux, mesuré et fraternel soit-il, ne peut théologiquement pas, c'est pas humainement, c'est théologiquement qu'il ne peut pas ne pas considérer qu'un musulman est intrinsèquement dans la vérité et que toutes les autres confessions sont dans l'errance et l'erreur. Autant dire que si l'on veut s'épargner la peine de concevoir ex nihilo une telle chimère, un état aussi idéal, il faudrait modeler cette Philistine idéale sur le modèle du seul régime réellement démocratique, au sens du one man, one vote, du monde arabe,
où les 3 religions monothéistes et où toutes les sectes possibles et imaginables, LGBTQ+ incluses, peuvent librement exercer leur foi. J'ai cité, mesdames, messieurs, Horresco Referens, l'État d'Israël. Que stipulait en effet la déclaration de cet abominable État d'Israël le 14 mai 1948, dans la proclamation d'indépendance qui est lue par Ben Gurion et dont je viens de montrer tout à l'heure qu'est seulement un extrait. Voilà ce que disait cette déclaration d'indépendance. C'est le rêve de tous les antisionistes, sauf que ça s'appelle Israël et que ça a déjà été réalisé. Voilà, là c'est en hébreu, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et voilà ce que disaient certains de ces articles. L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration des Juifs de tous les pays où ils sont dispersés. Il développera le pays au bénéfice de tous ses habitants. Ça a été réalisé en partie, tout particulièrement dans le magnifique système de santé israélien. Je pense que j'en parlerai la prochaine fois. Là, je continue. Il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël. Je souligne, c'est un point essentiel évidemment. C'est à ça, en cela, entre autres choses, que le sionisme se rattache à la Bible et que l'État d'Israël et la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël se rattachent à la Torah. Les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël. Il assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe. Il garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture. Il assurera la sauvegarde et l'inviolabilité des lieux saints et des sanctuaires de toutes les religions et respectera les principes de la Charte des Nations Unies. L'État d'Israël est prêt à coopérer avec les organismes et représentants des Nations Unies pour l'application de la résolution adoptée par l'Assemblée le 29 novembre 1947 et à prendre toutes les mesures pour réaliser l'union économique de toutes les parties du pays. Nous faisons appel aux Nations Unies afin qu'elles aident le peuple juif à édifier son État et qu'elles admettent Israël dans la famille des nations. Aux prises avec une brutale agression, c'est une allusion par Ben Gurion par la déclaration de la guerre civile entre guillemets entre Arabes et Juifs depuis novembre 1947. Lorsqu'il parle de la résolution de l'Assemblée du 29 novembre, c'est-à-dire le plan de partage de l'ONU refusé par les Arabes, accepté par les Juifs. Nous invitons cependant les habitants arabes du pays à préserver les voies de la paix et à jouer leur rôle dans le développement de l'État sur la base d'une citoyenneté égale et complète et d'une juste représentation dans tous les organismes et les institutions de l'État, qu'ils soient provisoires ou permanents. Voilà, vous avez bien entendu, c'est dans la Constitution, enfin dans la Déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, on offre aux citoyens arabes de ce nouvel État une égalité complète et une participation complète à tous les organismes de l'État. Ce qui est en partie réalisé pour les Arabes israéliens. Nous tendons la main de l'amitié, de la paix et du bon voisinage à tous les États qui nous entourent et à leurs peuples. Nous les invitons à coopérer avec la nation juive indépendante pour le bien commun de tous. L'État d'Israël est prêt à contribuer au progrès de l'ensemble du Moyen-Orient. Fin de la citation, je n'ai pas cité toute la déclaration, mais c'est une partie. Ça, c'était le 14 mai 1948. Et pas davantage que la Ligue arabe qui agressa dès le lendemain, le 15 mai de cette proclamation, ce nouvel État aux intentions si prometteuses, et dont, je le répète, un bon nombre étaient accomplis, les antisionistes, qui partagent avec tous les idéologues militants d'avoir toujours réponse à tout sans jamais prendre la peine de rien questionner, ne sauraient se résoudre à reconnaître la moindre bonne intention issue du sionisme. Voilà, la carte que je viens de vous mettre sous les yeux, c'était l'invasion d'Israël par les armées arabes le lendemain de cette déclaration. Vous voyez, là, on a un désaccord, un abîme infranchissable entre les intentions du sionisme exprimées dans cette déclaration d'indépendance et la réaction des armées arabes et des Palestiniens à l'époque à cette déclaration d'indépendance.